pourquoi le mobile doit-il être le pilier de votre nouvelle expérience de commerce en 2021? La réponse avec nos 3 intervenants. Nous donnons la parole à Renaud Ménéra, fondateur et CEO de User Agent qui est partenaire officiel de cet événement Marketing Day. Également Vincent Pillet qui est fondateur, directeur expérience client de User Agent. Et puis ils vont échanger avec Kider Akani qui lui est Global Chief Digital et E-Commerce Officer chez Yves Rocher. La parole donc à nos 3 intervenants pour parler mobile et e-commerce. Merci Stéphane, on va effectivement beaucoup parler mobile au cours des 20 prochaines minutes, notamment ce mobile qu'on nous promet pilier de l'expérience de commerce 2021. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec toi, Cuider. Depuis 10 jours, la France est à nouveau confinée. Comment Yves Rocher vit ce temps 2 du confinement et quels enseignements, quel impact et quels enseignements avez-vous pu tirer de cette de ce premier confinement? Alors déjà, en termes d'impact, il y a un impact direct sur nos activités online, hein, parce qu'on a une explosion de notre chiffre d'affaires sur Internet qui est encore plus important pour les marchés aujourd'hui qui subissent un confinement versus la première vague. Donc il y a une vraie accélération et on connaît des croissances entre 50% pour les pays à plus faible croissance dans cette période, donc c'est déjà très très élevé, jusqu'à quelquefois 400% pour les pays qui sont en situation de lockdown total, donc de fermeture de nos points de vente également. Alors les enseignements qu'on avait tirés sur la première vague, ils sont divers. Le premier, c'est que, évidemment, quand vous avez une période où la seule alternative, c'est d'acheter online, il y a des populations qui n'avaient pas l'habitude d'acheter sur Internet, qui viennent à nous. Et c'est une population qu'il faut rassurer sur 2 aspects en particulier, le paiement et le delivery. Je veux savoir c'est à quel moment je vais recevoir mon colis, qui sont, quand on fait du e-commerce, des choses assez simples et qui, au final, ne sont pas nécessairement pluguées sur l'ensemble des sites transactionnels. Deuxième enseignement, c'est que dans ce contexte, on poste fermeture totale, donc dès que les points de vente ont commencé à réouvrir, on a vu une prise de conscience, nous on a pris conscience de la nécessité d'accélérer sur le canal, notamment en mettant à disposition des consommatrices des services de click and collect, de e-réservation, et peut-être demain de shipping from store. Donc, on voit que l'omnicanal, qui est un sujet pas simple pour les marques, parce qu'au-delà de réconcilier de la data, réconcilier des parcours cohérents et faire en sorte de délivrer une expérience la plus fluide possible, on sent maintenant qu'on est dans l'obligation d'accélérer sous risque de perdre encore une partie importante de notre business. Et quand vous êtes une marque très retail, comme c'est le cas d'Yves Rocher, on a intérêt d'accélérer sur les autres aspects qui peuvent nous permettre de compenser pour partie ce qu'on a pu vivre en premier épisode de confinement. Merci Cuider. Vincent, je t'entends beaucoup parler de retail Covid by design depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu mets derrière, concrètement derrière ces termes? Comment ça s'est traduit chez les retailers que l'agence accompagne aujourd'hui? Ça s'est traduit par, le retail a été redesigné par le Covid. En fait, c'est un peu comme ça qu'on peut reposer le point aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en deuxième confinement, ce qu'on a vu, c'est que ce besoin d'être prêt et d'avoir des fondamentaux digitaux très installés, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde pendant le premier confinement, et ce qui avait généré des gros effets de bord sur le e-commerce et sur des architectures qui n'étaient pas en capacité de résister. On a vu là, lors de ce deuxième confinement, des gens qui avaient bougé et qui avaient justement redesigné leur écosystème commerce de manière à s'adapter à ces nouvelles problématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'adapter, à être en capacité d'accepter, d'absorber une charge digitale importante, donc notamment pour tous ces réseaux de retailers qui étaient obligés de fermer et qui ont déporté leur réseau de vente essentiellement sur le online. Ça a nécessité de l'adaptation pour beaucoup par rapport au mobile et par rapport à son usage justement en tant que geste barrière, puisqu'on a dématérialisé le paiement, on a dématérialisé la fidélité, on a dématérialisé un certain nombre de gestes autour du mobile. Donc il a fallu se rendre compliant par rapport à ça. Et puis, il y a un truc qui est un peu plus faible comme signal, mais c'est ce qu'on voit aussi poindre autour du RSE, qui est ce sentiment de volonté de construire un monde d'après,
qui a été accéléré encore plus avec beaucoup d'initiatives liées à la problématique de mieux concevoir le digital, mieux concevoir les interfaces, faire attention à l'empreinte qu'on allait générer, notamment d'un point de vue carbone. Et puis, ça se traduit carrément dans les produits aujourd'hui. On voit le boom de l'occasion, on voit beaucoup de choses qui sont aussi inhérents à cette première vague et qui sont là, sont en train d'infuser dans la deuxième vague. Donc, en fait, pour synthétiser, la première vague a rendu la seconde beaucoup moins douloureuse parce que les architectures et parce que les environnements commerce sont devenus plus résilients et que là, toutes les tendances qui étaient en accélération, comme le disait Kuder, se sont vraiment installées. On peut remarquer tous les petits traits d'humour qui ont été faits autour du click and collect et de la volonté du gouvernement de pousser le click and collect comme étant une arme pour les petits commerçants obligés de fermer pour essayer de s'en sortir, en tout cas de sauvegarder une partie du chiffre. Tout ça est en train de s'installer et va durer. Donc voilà, on est dans la traduction d'un numérique qui va s'imposer en 2020 et qui sera certainement la grosse star de 2021, ça c'est certain. Alors je t'entendais en parler un petit peu, toutes ces initiatives et cette omnicanalité, mais aussi tout simplement le e-commerce, de plus en plus, il se base sur une architecture, une IT extrêmement forte et puissante. Et derrière tout ça, on entend beaucoup parler de projets de replatforming ou de platforming pour certains, ceux qui démarrent. Comment ça s'est traduit ça, ou comment ça se traduit peut-être aujourd'hui encore chez Yves Rocher, marque on va dire mondiale par essence, qui a besoin de scaler son business? Alors, on est la marque est présente dans plus de 100 pays. Et tu vois, dans e-commerce, on est présent à peu près dans 23 marchés à date. Bon, on a, indépendamment de la période actuelle, on a lancé il y a 18 mois maintenant un programme de replatforming pour l'ensemble de nos sites e-commerce. Pour plusieurs raisons, et puis aujourd'hui ça nous aide fortement. On avait 4 plateformes, donc c'est quand même difficile de faire des évolutions, de réaliser une expérience utilisateur consistante sur autant de plateformes, c'est complexe et coûteux. On souhaitait bien évidemment accélérer sur l'expérience utilisateur digitale, et sans une plateforme unique, c'est difficile d'avoir un time to market qui soit bon. Donc ce projet qu'on a embarqué il y a 18 mois, aujourd'hui, est aux 2 tiers réalisé. On a migré 16 sites dans le monde sur les 23 sites qui nous restent à migrer. Il y en a un certain nombre en 2021. Donc ça nous a aidé grandement aujourd'hui parce que nos architectures ont été remises à plate. Deuxièmement, ça nous a permis de capter et d'absorber un trafic qui a explosé de manière exponentielle pendant la période du Covid. Et on voit qu'un projet de cette nature génère un uplift d'efficacité online qui est absolument colossal, en passant d'indicateurs purement techniques jusqu'à des indicateurs plus business comme les taux de conversion, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on profite à plein sur l'ensemble des marchés où on a migré sur une nouvelle plateforme de tous les avantages de cette plateforme. Donc c'est absolument critique, stratégique pour nous, et c'est le début d'une accélération encore plus forte demain. Vincent, l'agence accompagne un certain nombre de retailers, de la grande surface alimentaire, de la grande surface spécialisée. Qu'est-ce que tu vois comme stratégie autour de ces sujets de plateformes qui sont assez essentiels et qu'on voit partout? Qu'est-ce qui se dégage comme grande stratégie? Est-ce qu'il y a des tendances de fond, des modes du moment sur la manière d'aborder la plateforme digitale en 2021? Le sujet, c'est au-delà de la plateforme, déjà dans un premier temps, c'est d'avoir une donnée, de la rendre disponible, donc de l'exposer. Donc on a ce premier projet, ce premier sujet qui traîne depuis des années, qui est de dire j'ai de la donnée qui doit être disponible pour différents fronts. Comme le disait Kuder, on est dans une omnicanalité totale et chacun de ces fronts omnicanal doit consommer une donnée, donc il faut que la donnée soit accessible. Et là, on va parler d'APIisation. Ça, c'est un premier sujet qui est en passe d'être réglé. Et puis, pour contribuer ces données via des API, on a eu besoin d'avoir une concentration de la donnée, ou en tout cas une synchronisation de cette donnée pour s'assurer qu'elle soit toujours cohérente et qu'elle soit toujours valable dans les mondes dans les différents mondes dans lesquels on interagit. Et là sont arrivées ces grandes plateformes omnicanales, en tout cas ces plateformes d'expérience digitale globale, qui sont un peu le cœur saillant de cette promesse de dire votre donnée est à un seul et même endroit, elle est parfaitement synchronisée et parfaitement contribuable sur tous les points de contact. Donc ce qu'on sent clairement, c'est ce besoin, c'est d'avoir une donnée centralisée, cohérente et correcte et exposable à tous les fronts. Derrière, ce qu'on voit poindre aussi, c'est que sur chacun des domaines de l'expérience commerce, on a des grandes verticales qui sont en train d'arriver pour la gestion du contenu,
pour la gestion de la personnalisation, pour la gestion du produit en tant que tel. Et là, on voit des plateformes, ou en tout cas des briques du SI qui viennent gérer parfaitement cet aspect-là, et mieux que ces grandes plateformes unifiées. Donc, on a une opposition, ou en tout cas une contre-proposition qui intervient avec un modèle dit best of breed, qui est un modèle informatique qui a plus de 10 ans, hein, qui est de dire, et si au lieu d'avoir une grande plateforme, toujours en préservant cette sacro-sainte synchronisation, on organisait, on synchronisait des verticales, ou en tout cas des briques de nos systèmes d'information qui vont justement avoir la capacité à tirer la meilleure expérience possible pour le consommateur. Donc, on a vraiment cet enjeu d'apailisation de l'exposition de la donnée qui est valable partout, pour tous, dans tous les mondes qu'on observe, mais en même temps des stratégies différentes qui sont de se dire, est-ce que ce sont des grandes plateformes qui doivent piloter cette stratégie, ou le meilleur de chacune ou chacun des besoins qu'on doit combler, et là on sera plus dans une synchronisation, en tout cas dans une orchestration de pure players pour avoir la meilleure expérience possible. Donc voilà, c'est pas tranché. Comme le disait Kuder, une grande plateforme, ça permet d'avoir le time to market. Ça peut avoir aussi une latence plus importante quand on veut bouger, être first mover sur des parties un peu plus stratégiques de certains business, je pense à la personnalisation et autres. Voilà, il y a du pour et du contre. En tout cas, il y a deux modèles qui sont en train de coexister. Très bien. Et au-dessus de ces plateformes, donc cette infrastructure technique qui pilote l'expérience, on a des interfaces. Et au sein de ces interfaces, il y a ce bon vieux web qui a subi moult transformations ces derniers temps et qui est devenu mobile first. Alors, il y a 10 ans, Yves Rocher était précurseur sur le mobile. Aujourd'hui, c'est quoi le web mobile en termes d'indicateurs, de trafic? Qu'est-ce que ça représente chez Yves Rocher 10 ans plus tard? Alors aujourd'hui, ce qu'on observe en quelques indicateurs clés, 72% précisément de notre trafic au niveau global est un trafic mobile, qui a un peu d'accélération pendant la période Covid et confinement, même si c'est un peu contre-intuitif. Alors c'est très intéressant à observer, de se dire, OK, dans un contexte où finalement on était moins en mobilité, on a quand même eu un trafic mobile qui a augmenté. L'amplitude se resserre. On a des marchés qui sont plutôt à 50% de trafic mobile, d'autres qui sont à 80% de trafic mobile, versus une période où on avait une amplitude bien plus large. Les deux marchés qui, pour nous, ont un trafic mobile très élevé à date, et sont un peu liés à la structure à la fois des populations, d'équipements mobiles de ces marchés, et puis une maturité sur l'utilisation du mobile, ce sont les Turcs et les Roumains. Ensuite, le mobile, la part de chiffre d'affaires du mobile sur l'ensemble des activités online, on vient de passer la barre des 50% seulement maintenant. Donc là aussi, on a une amplitude qui se resserre sur les différents marchés, ce qui montre bien qu'il y a une accélération absolument partout. Et puis on a un dernier indicateur, qui est un indicateur clé auquel tous les acteurs du e-commerce sont extrêmement sensibles et que nous travaillons tous de manière permanente, c'est le taux de conversion. En taux de conversion, c'est une grande histoire, sur le taux de conversion mobile. Il y a quelque temps, on se disait, tiens, un trafic mobile va exploser, le taux de conversion mobile est 2 fois plus faible que le taux de conversion desktop. On va perdre en business de manière assez importante. En fait, c'est pas si vrai que ça. Au final, on arrive à faire progresser nos taux de conversion mobile, et puis on a une période actuelle qui est très très favorable au taux de conversion de manière globale, et au taux de conversion mobile en particulier, puisque dans les datas et les chiffres que l'on suit par rapport à l'industrie de la cosmétique dans les différents marchés, non seulement on a progressé, mais on surperforme de manière très importante par rapport aux autres acteurs dans l'industrie cosmétique online. Ok, Vincent, de ton côté, il y a 20 ans, ça ne va pas nous rajeunir, mais il y a 20 ans, tu as monté une agence web au début de l'Internet desktop. Il y a 10 ans, on a eu le plaisir de monter ensemble User Agent, agence digitale mobile. 10 ans plus tard, en 2020, c'est quoi ce nouveau web? Il ressemble à quoi ce web moderne, si on peut dire? À la synthèse des 20 dernières années évoquées, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, et d'ailleurs, on ne se pose plus la question de savoir s'il faut faire un site responsive ou pas, on fait aujourd'hui des sites de facto qui sont responsives, donc on verse à être dans des interfaces mobiles qui sont de bonne qualité, et on essaie de conserver des interfaces desktop qui le sont également. Donc on est vraiment dans un bon équilibre de se dire on est mobile first, mais on n'est pas mobile only parce que le desktop génère encore de la valeur. Et donc on a deux mondes là qui cohabitent extrêmement bien,
avec une petite inflexion côté mobile qui, au-delà de son form factor, infuse beaucoup de technologies vers le desktop et notamment des sujets autour du JavaScript et autour de ces frameworks un peu à la mode, pour amener quelque chose de plus applicatif au web. C'est-à-dire que ce mobile a été tiré aussi en grande partie par les applications, et l'expérience des applications s'est diluée dans le web avec le JavaScript et crée un web plus expérientiel. Donc, quelque part, un petit peu plus intéressant, de meilleure qualité. Et c'est ça qu'apporte aussi le mobile et ce qu'il est en train de tirer vers le desktop. PWA est un exemple parfait pour ça. C'est que PWA, pardon, c'est pas un langage ni une technologie en soi, c'est ce nouveau web qui respecte le offline, qui respecte les notions de vitesse, qui respecte le responsive, qui respecte la sécurisation. Tout ça, c'est cette philosophie globale qui est de dire que le web, en fait, c'est bonifié grâce au mobile, grâce au desktop. Et là, on est dans une synthèse qui est extrêmement intéressante et qui justement explique pourquoi on est dans une amélioration des conversions, parce que tout ça bénéficie à l'utilisateur in fine. Alors, ce nouveau web, effectivement, il est tellement performant que il peut amener à la question du rôle des applications. C'est un vieux débat qui est aussi vieux que les applications mobiles quasiment. Est-ce que Cuider, aujourd'hui, on a encore besoin d'une application mobile quand on est un retailer? Et si oui, pour en faire quoi? C'est quoi sa place dans l'écosystème, sachant que bien évidemment ça a un coût? Quel est son rôle, quelle est sa place dans l'univers et les points d'interaction avec vos clients? Alors, on est passé d'une étape où les différentes interfaces, desktop, mobile, web et mobile applicatif, dans leurs usages, je pense qu'il y a une dizaine d'années, tout ça a été complètement scindé. Les utilisations étaient très spécifiques pour chacune de ces interfaces. Et là, sur les 10 dernières années, on s'aperçoit que tout est totalement intégré. Sur mon mobile, je peux faire mille et une actions sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'une action dans un point de vente où je vais chercher l'information augmentée, par exemple. Je peux acheter, bien évidemment, qui est une des fonctions. Je peux burner les points de mon programme de fidélité. L'autre tendance, c'est qu'il y avait un désintérêt assez fort des applications mobiles, alors pour plein de raisons, pour les raisons de coût, tu l'as signalé, pour les raisons de maintenance, d'évolution, parce que le sujet n'est pas tant d'avoir une application, c'est de la faire évoluer en fonction des usages, et notamment les usages des millennials. Et là, moi, je considère qu'aujourd'hui, dans le contexte d'accélération de l'omnicanal qu'on citait tout à l'heure, l'application mobile peut être, ou doit être probablement même, une des réponses qui est la solution peut-être majeure pour faire de l'omnicanal une réalité. Quelques exemples aujourd'hui avec mon application mobile, ou demain en tout cas, évidemment ça va devenir, ou c'est déjà un device de paiement. Alors après, je peux intégrer plus fortement au sein de nos applications mobiles des solutions de paiement. Ça va être pour une activité comme la note, un device sur lequel je vais prendre mon rendez-vous en institut et je ne suis pas nécessairement à mon domicile lorsque je souhaite faire un soin. C'est une solution, un device qui va me permettre de géolocaliser en temps réel un point de vente dans lequel je souhaite acheter des produits. Et plus on avance dans le temps, plus on voit un certain nombre de fonctionnalités se développer. Typiquement, le diagnostic de peau à partir des features natives de l'application mobile permettra demain de faire mon diagnostic, d'être probablement dans un point de vente et puis de pouvoir dialoguer avec une conseillère et réaliser ou acheter une routine de produits qui me permet de répondre en tout cas à mes souhaits et mon besoin de consommateur. Donc je pense que les applications mobiles peuvent être un outil fort de l'omnicanalité demain, très fort même. Merci Vincent. Tu es un peu un observatoire des stratégies. Elles sont multiples sur les applications, entre un voyage en mode première classe via du développement natif ou des solutions plus économiques. Comment les clients et notamment les retailers, peut-être en fonction de leur business, les grandes surfaces alimentaires d'un côté, les grandes surfaces spécialisées de l'autre, est-ce qu'il y a des approches différentes et basées sur quels critères pour mettre en place ces applications?
Il y a déjà un premier truc et une forme de consensus, c'est que l'app aujourd'hui apparaît comme un élément essentiel de la stratégie digitale, notamment pour renforcer l'engagement, la valeur client. En tout cas, sur les grands clients fidèles et récurrents, l'app apporte indéniablement de la valeur et ça, on le constate dans tous les mondes et c'est une stratégie qu'aucun des retailers qu'on accompagne ne souhaite abandonner. Après, ce qu'on perçoit malgré tout, c'est que l'app, en effet, génère un coût. Comme le disait Kuder, on est sur des problématiques où on a beaucoup de fronts à maintenir, on a des enjeux d'équipe qui doivent tester, qui doivent déployer, qui doivent maintenir, qui doivent faire évoluer. Et tout ça nous pousse à regarder ce qu'on peut mutualiser ou en tout cas ce qu'on peut faire le plus efficacement possible pour partager la connaissance entre les différents frontaux. Donc, le best of class, c'est pour, encore une fois, les retailers ou les marques qui le nécessitent réellement d'avoir une application. Ça, c'est essentiel. Ensuite, cette application, de voir si on a les moyens et la capacité à en faire une totalement native pour profiter pleinement du système d'exploitation, que ce soit chez Android ou chez Apple, et notamment toutes les API qui vont être offertes par le device pour travailler la réalité augmentée, pour avoir accès, comme le disait Kuder, pour les diagnostics de peau, notamment à toute la ressource machine et la puissance qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est vraiment la meilleure approche possible. Ensuite, on voit des choses intéressantes qui peuvent se passer sur la partie mutualisation. On a des choses au travers de Kotlin multiplateforme, qui est un langage natif qui peut être mutualisé entre iOS et Android dû aux nouvelles architectures qui ont été mises en place, notamment chez iOS. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des choses avec des technologies plus issues du monde du web, et notamment React, dont on entend beaucoup parler, qui permettent de mutualiser une grande partie du code. Là, il faudra quand même s'atteler à regarder des applications qui peuvent être complexes, mais qui ne vont pas nécessiter de grandes complexités liées aux API, justement, et aux parties spécifiques du téléphone. Sinon, ça risque d'être déceptif en termes d'expérience client. Sinon, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est ces fameuses PWA qu'on peut mettre dans les stores et donc qu'on appelle des Trusted Web Applications maintenant. Donc, c'est vraiment un composant web qui va vivre dans le store Android. Donc ça, c'est plutôt la stratégie pour Android, tout en restant natif chez Apple, qui a une clientèle qui est un petit peu différente, ou en tout cas des consommateurs qui n'ont pas exactement les mêmes exigences sur les applications. Donc, vraiment 3 axes. Le full natif, avec une ambition quand même de chercher des axes de mutualisation. Les technologies plus issues du monde du web, notamment via React, on pourra parler de Flutter chez Google également qui est en train d'arriver, et puis peut-être de marcher un peu sur une jambe et demie, c'est-à-dire de faire une application totalement native chez Apple, et puis des choses plus issues des PWA chez Google. Ça, c'est vraiment les 3 choses. Mais l'app n'est absolument pas à bannir ni à opposer une stratégie web. Ça reste une stratégie de complément pertinente et à valeur. Eh bien, merci à tous les deux. Je rappelle, Kuder Haqqani, vous êtes QA Global Chief Digital E-Commerce Officer chez Yves Rocher et Vincent Pillet, cofondateur de l'agence User Agent. On se retrouve tout de suite sur le chat pour continuer l'échange. Merci à tous les deux. Merci, ciao, Salut. ciao.